Ok, on attend un peu. Bonjour Yasmine, bonjour Sabrine, bonjour Abbas, surtout Abbas, il est toujours présent. Bonjour tout le monde. Donc, Thérèse, Nadia, Mona, Amina, Saïdi Aya, Salsabila. Bonjour à tous. Bon, merci d'avoir été présent avec moi encore une fois. Bon, je suis très ravi de vous rencontrer encore une fois, même si à distance. Mais c'est une expérience très bénéfique. Je remercie Dr Kamal Heregni de nous avoir offert cette occasion de travailler, même si on est un petit peu loin. Bon, aujourd'hui, j'ai pris mes précautions. J'ai évité toute surprise indésirable. Ce n'est pas comme la dernière fois. J'ai changé de pièce. Je me suis isolé dans une chambre, loin de mes enfants et juste à côté du modem pour éviter toute coupure du réseau. Bon, euh, je vous rencontre aujourd'hui pour continuer bien sûr le parcours qu'on a commencé ensemble, celui d'ingénierie de formation à partir du début de ce deuxième semestre. Malheureusement, le confinement ne nous a pas laissé travailler ensemble parce que euh, j'avais plusieurs idées dans ma tête pour réaliser avec vous. Et peut-être le document qui est entre vos mains aujourd'hui va vous démontrer qu'il y ait de légères modifications par rapport au contenu que j'ai partagé aux étudiants les années passées. Bon, aujourd'hui, nous arrivons, bien sûr, après avoir présenté l'analyse des besoins, les outils d'analyse des besoins, nous arrivons à une étape très importante de l'ingénierie de formation, en l'occurrence l'élaboration d'un projet de formation ou programme de formation. C'est l'étape la plus importante car elle offre au formateur le contenu et au moins, les axes à suivre pour assurer une formation à la rigueur. Bon, quant à cette étape, justement, c'est l'étape la plus importante qui définit euh, est-ce que le projet va réussir ou non. Donc, un projet réussi est un projet bien planifié, est un projet bien élaboré. Donc, pour cette raison, les personnes ou les institutions chargées de la formation, bien qui offrent la formation, doivent euh, réunir des spécialistes de différents domaines pour que cette réalisation soit optimale. D'ailleurs, on a parlé de la finalité de l'ingénierie de formation comme une discipline qui assure l'optimisation de la formation. Donc, pour arriver à réaliser des objectifs ou bien à atteindre des objectifs concrets dans le domaine du travail, dans le domaine de la formation en langue, il faut suivre une démarche d'ingénierie de formation. Donc ici, comme je viens de le dire, les responsables des institutions qui offrent la formation doivent réunir des professionnels, des experts de formation, des pédagogues pour la planification de la forme de formation qui détermine les axes et les conditions de mise en œuvre des programmes. Bon, à ce stade, l'ingénierie de formation, les personnes chargées du développement des programmes de formation procèdent aux analyses plus approfondies des besoins. Donc, après avoir fait l'analyse de besoins avec les outils dont on a parlé, les tests, par exemple, dans notre domaine, la formation en langues étrangères, il y a les tests de langue, les grilles d'évaluation, l'observation directe, l'entretien, etc. Ce sont des moyens avec lesquels on fait l'analyse des besoins. Donc, après cette cueillette de données, on procède à une analyse approfondie. Cette analyse approfondie se fait, ce n'est pas sur les lieux, mais dans les bureaux ou bien dans les laboratoires
des concepteurs de programmes. Bon, cette analyse, donc, bien les concepteurs de programmes doivent analyser les situations de travail ou d'études et à produire des référentiels du métier ou de la spécialité. Comme vous le savez, l'ingénierie de formation s'inspire de l'ingénierie militaire, s'inspire aussi de l'ingénierie dans les domaines techniques, industriels, etc. Donc, ici, une étude du déroulement naturel de ces organismes, de ces institutions, permet d'établir des référentiels, c'est-à-dire une grille, soit une grille de compétences, soit une grille dans laquelle on décrit toutes les actions qui se produisent dans le domaine donné. Donc, ces actions qui se produisent d'une manière spontanée, d'une manière naturelle, permettent aux concepteurs d'établir une grille ou d'établir un tableau dans lequel, bien sûr, on classe les actions qui se produisent et qui vont présenter une référence pour les progressions. Donc, euh, on ne peut pas proposer un programme d'une manière aléatoire, mais il faut qu'il y ait quand même des situations de référence. Donc, vous, les étudiants de didactique, vous connaissez c'est quoi situation de référence. Justement, Christian Purin, on en a parlé beaucoup. Il a parlé, par exemple, de la situation de référence pour l'approche communicative. Entre autres, c'est le voyage touristique. Bon, par exemple, dans une formation de français sur objectifs spécifiques, il y a la première situation de référence, c'est l'entretien d'embauche, etc. Bon, deuxième point, bien sûr, sur lequel doivent s'appuyer les concepteurs de programmes, se référer aux compétences dérivées des référentiels de métier pour développer les programmes de formation. Donc, le programme, bien les référentiels, existent dans des domaines et dans d'autres, il faut qu'on se déplace dans les lieux pour, bien sûr, établir ces référentiels. Les références de compétences, euh, bien sûr, on les établit en comparant ce que l'action demande réellement et le besoin. Donc, cet écart entre le besoin et ce que l'action demande pour qu'elle soit produite va aider à établir une grille de compétences ou bien un référentiel de compétences comme celui dont on a parlé, celui de CECR, du cadre européen commun de référence pour les langues. Préciser le niveau de formation selon le degré de complexité des tâches à exercer. Le niveau de formation, donc en langue par exemple, en langue française, on a parlé des niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ce sont des niveaux qui permettent de répartir les bénéficiaires d'une formation dans des groupes selon leur niveau. Selon leur niveau, bien sûr, par rapport à cette grille de compétences. Ce n'est pas comme la façon, bien sûr, avec laquelle on fait dans certaines écoles privées, par exemple, soit pour la formation professionnelle, soit pour la formation en langue. Formation professionnelle, parfois on enseigne avec une langue, par exemple le français pour le personnel paramédical, et la plupart, comme vous le savez, souffrent d'un problème énorme. Justement, ici, comme je viens de le dire, par exemple, une formation en paramédical nécessite une formation en langue française. Comme vous le savez, ceux qui rejoignent les écoles de ce type sont titulaires de bac et qui ont fait d'ailleurs leur formation au sein de l'école algérienne. Et comme vous le savez, l'école algérienne, bien sûr, souffre d'un énorme problème de formation en langue.
même si les apprenants, bien les étudiants qui ont le bac ont un niveau, des performances très élevées, on trouve des 17, des 18 en langue française ou en langue anglaise, mais agir dans des situations professionnelles ou des situations d'enseignement-apprentissage d'une manière spontanée nécessite des efforts énormes ou parfois ou bien c'est une chose qui n'est pas donnée à tous. Donc ici, la formation au niveau, même si par exemple ici pour une formation paramédicale, il faut prendre en considération l'écart de langue entre les stagiaires pour pouvoir bien sûr adapter le programme pour chaque groupe selon son niveau. Et pourquoi pas, si par exemple on ne peut pas le faire, on peut procéder à une formation accélérée en langue française pour permettre aux personnes, bien sûr, qui n'ont pas le profil souhaité, à rejoindre leurs collègues dans leur groupe normaux. Donc, c'est la façon avec laquelle agissent les institutions européennes, surtout les universités. D'ailleurs, comme vous le savez, pour poursuivre ses études en France, par exemple, on exige au moins le niveau B2. Et après avoir, bien sûr, après avoir fait les procédures d'inscription sur Campus France, une fois on a, on a bien sûr l'avis favorable, et quand on arrive en France, on va procéder à une formation accélérée, surtout dans le domaine de français sur objectif universitaire. C'est pour bien sûr maîtriser la langue du domaine donné. Donc ici, comme je viens de le dire, la précision du niveau de formation selon le degré de complexité des tâches à exercer est une étape très importante. Répartir le contenu de l'enseignement sur les différentes étapes. On va revoir bien sûr ce point-là la semaine prochaine en abordant bien sûr la notion de progression. La notion de progression ou la notion de curriculum, ce sont des notions très importantes dans le domaine de l'ingénierie de formation. Bon, et justement, dès le début, et quand on procède à l'élaboration du programme ou l'élaboration du projet, il faut prévoir l'étape la plus importante, entre autres, l'évaluation. Ici, l'évaluation, il faut bien sûr lui donner une importance très considérable, ne serait-ce que sur la formulation des critères d'évaluation et la préparation des épreuves pour mesurer le degré d'acquisition de compétences. Parce que euh, on procède à une évaluation arbitraire ou une évaluation juste pour faire l'évaluation, juste pour mesurer le degré de connaissance acquise par certains. Eh bien, ici, ça ne donne pas vraiment, bien sûr, un signal du degré de l'efficacité de la formation. Donc, une évaluation critériée permet, ou bien qui se base sur le référentiel dont on a parlé tout à l'heure, le référentiel de compétences, permettra de mesurer bien comme il le faut le degré d'installation des compétences par les stagiaires. Bon, maintenant, on passe à un premier point. Justement, on était dans l'introduction. Maintenant, on entre un petit peu dans les détails de ce cours. Éléments constitutifs d'un travail d'ingénierie de formation. Bon, ici, je prends un schéma qui a été proposé par Caspar et ses collaborateurs en 1986. Ce schéma présente l'élaboration et mise en œuvre d'un projet de formation. Donc, l'élaboration et mise en œuvre d'un projet de formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une chose facile et ce n'est pas une chose qui se fait d'une manière aléatoire. D'ailleurs, auparavant, une fois on demande à quelqu'un de ne
proposer une formation en langue française, par exemple, on a, chacun de nous a une idée à la faire. D'ailleurs, les étudiants universitaires savent tous que une fois on demande à quelqu'un de nous proposer, par exemple, une manière avec laquelle on apprend la langue française, on nous conseille souvent de lire. Certes, la lecture est très importante pour acquérir le savoir, mais si on ne sait pas lire, comment va-t-on apprendre? Et par exemple, une autre situation, celle des soutiens, des cours de soutien scolaire. Il y a des enseignants qui proposent bien leurs services pour dispenser des cours de soutien scolaire. Et généralement, on trouve que la plupart manquent de programme, non, manquent de progression. Et pour certains d'entre eux, ils procèdent bien sûr au suivi du programme scolaire, c'est-à-dire à chaque fois, quand les apprenants font une leçon dans la classe, l'enseignant chargé du cours de soutien scolaire va la refaire chez lui, dans sa classe bien sûr buissonnière. Hein. Ce n'est pas une classe légale, c'est une classe illégale pour le moment. Bon, ici, savoir bien sûr quelles sont les étapes de l'ingénierie de formation permettre pour moi à ces personnes qui offrent des formations supplémentaires par rapport, bien en plus de celles de l'école, au moins de planifier leurs actions de formation et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, une formation bien planifiée, c'est une formation réussie. L'élaboration et mise en œuvre d'un projet de formation, ici, on doit prendre en compte les caractéristiques du public et de l'environnement. On ne peut pas proposer des formations standards pour tout le public, mais il faut procéder, bien sûr, à une étude minutieuse du public qui demande la formation. D'ailleurs, on a parlé durant des séances précédentes de la formation des adultes. C'est la formation la plus difficile. Enseigner un adulte est plus difficile, peut-être une dizaine de fois plus que celle d'enseigner un élève au primaire. Un élève au primaire, peut-être on souffre avec lui au début par rapport à quelques comportements, comment s'asseoir, comment écouter son enseignant, comment attirer son attention pour bien sûr apprendre, comment bien sûr l'amener à ne pas faire attention aux mouvements, bien aux actions faites par ses collègues au sein de la classe. Mais un adulte, d'ailleurs, il vient la qualité, quand même, la qualité. On nous dit que la qualité du son n'est pas bonne. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Donc, dites-moi si la qualité est bonne pour tous. Dites-moi si c'est le problème chez moi ou chez certains, parce que la connexion en ce moment est un peu lourde. Pour moi, alhamdoulilah, aujourd'hui, tout va bien. Elle est bonne pour moi. Qadiri Mona. Merci, Mona. Les autres. Elle est bonne pour moi. Elle est bonne. Affaire de connexion. Très bien. Je continue. Bon, comme je viens de le dire, l'adulte, il demande bien sûr avec sa propre volonté la formation et quand il arrive face à son enseignant, il va demander à quoi ce contenu va lui servir. Donc, c'est difficile de le convaincre, par exemple, d'accepter n'importe quoi. C'est difficile, par exemple, quand on prévoit un programme de formation en langue étrangère pour un personnel, par exemple, qui travaille dans une société économique, et de leur proposer des textes littéraires qui parlent, par exemple, ou bien dans lesquels on trouve des valeurs sociales. Donc, si, par exemple, cette insertion du texte est étudiée, elle va donner ses fruits plus tard. Mais si
le texte est inséré juste pour faire une compilation, pour, pour présenter soi-disant un programme, ça va avoir des problèmes pour qu'elle soit, ou bien pour qu'il soit accepté par ce public. Donc, l'adulte demande toujours l'utilité de ce qu'il apprend. Une fois on ne fait pas une étude sur ce public, on va se heurter directement, dès la première rencontre, à un problème majeur. D'ailleurs, euh, on a vécu des expériences pareilles avec des étudiants universitaires, bien sûr, qui ont, qui ont rejoint le centre d'enseignement intensif des langues et qui, bien sûr, qui n'étaient pas du tout satisfaits du contenu. Je passe maintenant à la détermination des objectifs généraux et opérationnels des résultats attendus. Donc, la détermination des objectifs se fait par rapport, bien sûr, le besoin et par rapport à ce que, bien sûr, les responsables d'une société ou ce que, même si, par exemple, le demandeur de la formation la demande à titre individuel, donc l'objectif se formule par rapport à qu'est-ce qu'il veut et par rapport à son besoin. Donc, s'il veut, par exemple, je vous donne à titre d'exemple, les, 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 le personnel d'une société française, par exemple, un personnel algérien qui travaille dans une société française. Une fois, par exemple, des travailleurs se présentent auprès de responsables d'une école de formation en langue, ils vont demander d'ailleurs de maîtriser les outils leur permettant de travailler d'une manière aisée et de communiquer avec leurs collègues, avec leurs responsables aussi d'une manière aisée. Donc ici, l'analyse de besoins, par exemple, euh, donne l'information que leur formation dure au moins, par exemple, une année. Et pour eux, ils demandent, par exemple, d'être formés en 2 mois, en 3 mois. Donc, c'est impossible pour, par exemple, des personnes qui ont niveau débutant au niveau A1, A2. Donc, pour eux, la formation doit être prolongée dans le temps pour qu'ils puissent arriver à ce qu'ils demandent réellement. Donc, c'est cet écart entre ce qu'ils demandent et ce qu'ils ont comme compétence qui va permettre de formuler les objectifs. Donc, les objectifs, on a deux types, on va les revoir plus tard. On a les objectifs généraux. Les objectifs généraux, c'est les objectifs de formation et les objectifs opérationnels, c'est-à-dire à chaque fois, et on les appelle aussi objectifs pédagogiques, à chaque fois, quand il y a une action, il faut qu'elle soit, bien sûr, précédée d'une formulation d'un objectif. Parce que quand on formule l'objectif, on va trouver les outils pour le mesurer. Est-ce qu'il est atteint ou non? Si l'objectif n'est pas atteint, on ne peut pas arriver à un objectif général ou bien un objectif de formation. Donc, l'objectif, il est toujours la première étape avec laquelle on commence et c'est bien sûr l'élément qui nous permet de mesurer dans quelle mesure on a atteint ou bien la formation est efficace ou non. Bon, justement ici, besoins, objectifs, etc. La nature du public l'environnement dans lequel il vit, dans lequel il travaille, nécessite aussi qu'on détermine le dispositif de formation, c'est-à-dire comment l'organiser, quelles sont les actions qu'on va prendre, et aussi l'échéancier, c'est-à-dire sur quel dans quelle durée on va réaliser ce programme.
Donc, on ne peut pas, par exemple, pour un personnel qui travaille, on ne peut pas leur programmer de, de, de 3 heures par jour. Mais au moins, on leur propose, par exemple, 1 heure 30 euh, une fois dans les 2 jours. Donc, ça va permettre de procéder, par exemple, à une manière bien structurée, bien hiérarchisée pour arriver enfin à avoir une formation optimale, c'est-à-dire là où les bénéficiaires vont installer les compétences déjà formulées sous forme d'objectifs de formation au début. Bon, dans l'élaboration et mise en œuvre d'un projet de formation, on doit déterminer aussi les moyens à mettre en œuvre, les moyens humains, matériels et financiers. Bon, pour les moyens à mettre en œuvre, donc on va justement, si ce demandeur de formation était à dépenser des sommes colossales d'argent, pourquoi pas, on ne lui propose pas, par exemple, des salles équipées, des salles, par exemple, high-tech, là où il y a de la technologie, tableau blanc par exemple interactif, TBI, des dispositifs de son, par exemple un laboratoire de langue, notamment pour les personnes débutantes. Il faut quand même un laboratoire de langue pour pouvoir bien sûr contrôler chaque apprenant à part entière. Et justement, une formation pareille, elle est différente par rapport à une formation qu'on fait dans une classe ordinaire. Et justement, même si la formation va être faite dans une classe ordinaire, on doit aussi déterminer quels sont les moyens qu'on va utiliser, par exemple des enceintes, ou bien des baffles, un datashow, des photocopies, un manuel pour l'enseignant, un manuel pour le stagiaire, etc. Donc, ce sont des moyens qu'il faut bien sûr euh, les, euh, les proposer dès le début. On ne laisse pas bien sûr la formation se dérouler d'une manière anarchique et qui va peut-être nous emmener à nous heurter à des obstacles, à des problèmes énormes avec le temps. Et justement, dans tout cela, il ne faut jamais oublier l'action la plus importante qu'on doit faire, soit en cours de la formation, soit à la fin de la formation. Évaluation du dispositif et de l'atteinte des objectifs. Objectif, comme je viens de le dire tout à l'heure, si c'est un objectif de formation, c'est un objectif qui traduit clairement la compétence à installer. Si l'objectif est un objectif pédagogique, ou bien un objectif opérationnel, c'est un objectif lié à une tâche faite au sein de la classe. Si je propose, par exemple, un exercice, si je donne un cours, ou bien une leçon, justement, cette leçon doit être précédée d'un objectif, ou bien de plusieurs objectifs. D'ailleurs, dans des leçons, on trouve plusieurs objectifs, mais il faut que ces objectifs soient réalisés par rapport, bien sûr, à leurs tâches assignées. Une fois on fait les tâches, on va vérifier avec une manière ou une autre. D'ailleurs, les enseignants qui ont de l'expérience peuvent le faire, même si la classe est très chargée. D'ailleurs, pour par exemple la formation spécialisée, formation soit en langue, soit une formation professionnelle, le public, il est toujours réduit. Donc, les classes ne sont pas nombreuses. On ne peut pas dépasser 25 apprenants par classe. Donc, ce qui permet l'évaluation formative, dite formative. Cette évaluation formative, justement, doit avoir des outils. Ces outils, soit
c'est par rapport au savoir-faire qu'a l'enseignant, c'est-à-dire des questions-réponses vont lui permettre de juger si l'objectif est atteint ou non, soit en proposant des exercices d'application à travers lesquels, justement, l'enseignant va juger si la compétence est installée ou non. Et bien sûr, pour l'évaluation, l'autre type d'évaluation qui est l'évaluation sommative, elle est prévue pour la fin de la formation avec un test global. D'ailleurs, pour la formation en langue à titre privé, il y a un modèle, c'est celui du CECR. Dans ce modèle, l'évaluation se fait en ciblant les quatre principales compétences: l'oral compréhension, l'oral production, l'écrit compréhension et l'écrit production. Pour chaque évaluation, il y a des étapes à faire et il y a des grilles. Ces grilles permettent bien sûr de compter le score que va avoir chaque apprenant. Et c'est à travers, bien sûr, un certain nombre de points qu'on va juger si la compétence est suffisante pour avoir le diplôme ou bien pour accéder à un niveau supérieur ou non. Donc, l'évaluation est très importante dans chaque dispositif de formation. Une fois on élabore un projet sans penser à faire une évaluation, surtout avec ce qu'on appelle des grilles critériées, donc on ne peut pas réussir. Mahmoudi Sabrin. Oui, je n'ai vraiment besoin de secours, monsieur Ama. Oui, je vais vous l'envoyer plus tard. Mahmoudi Sabrin. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce qu'elle cherche? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherche. Sabrine, veuille écrire qu'est-ce que tu veux exactement. Bon, maintenant, toujours le même auteur, Caspar, et ses collaborateurs, résume l'intervention de l'ingénierie de formation pour l'élaboration d'un projet comme suit. D'abord, analyser chaque situation rencontrée comme un géologue analyserait les berges d'un fleuve, les points d'ancrage du barrage. Justement, ici, c'est une lecture du schéma que vous avez vu tout à l'heure. Ici, l'analyse de chaque situation rencontrée. Donc, si par exemple, on est demandé de faire une formation pour des étudiants, par exemple des étudiants de biologie, des étudiants d'histoire, des étudiants de psychologie, etc., on va d'abord observer le déroulement des cours ordinaires, pas le cours de français, les cours ordinaires. Et cette observation va nous permettre d'analyser les comportements, d'analyser aussi les contenus, les situations dans lesquelles les étudiants tombent. Donc, ces situations vont nous permettre au moins d'avoir une idée sur, bien sûr, les situations de classe, c'est-à-dire l'agir de classe de référence, comme l'appelle Christian Puren. Il y a l'agir social de référence et il y a l'agir de classe de référence. L'agir social de référence, c'est par exemple quand on est dans une classe, et on écoute ou bien on assiste à des situations là où l'étudiant demande par exemple de contacter son enseignant, d'être interagi avec son enseignant. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi le jargon, bien sûr, dont les apprenants ont besoin. Il y a aussi comment on fait la jonction entre les informations, parce que généralement, dans les spécialités qui font, bien sûr, qui ont un savoir considérable en langue française, on trouve que la matière de langue française est généralement
basé sur l'enseignement de la terminologie. Et d'ailleurs, des étudiants, des étudiants universitaires recourent à la traduction des termes et quand ils arrivent, par exemple, à lire un texte dans leur spécialité en langue étrangère ou à s'interagir avec d'autres qui parlent en français, par exemple, ils ne peuvent pas le faire parce qu'il manque d'outils leur permettant de, bien sûr, d'utiliser ce qu'ils ont comme bagage dans leur spécialité en cette langue. Et voilà, c'est une situation qui va les priver d'acquisition de savoir, notamment avec cette évolution de la technologie qui nous permet de contacter des personnes du monde entier, euh, bien sûr, avec via le net, via les forums, via les sites personnels des chercheurs, des savants. Donc, alhamdoulilah, cette technologie nous permet actuellement de contacter des sommités de savoir sans, bien sûr, avoir la peine de se déplacer et sans avoir la peine de s'inscrire dans d'autres universités. Bon, ensuite, il s'agit d'inventer à chaque fois la réponse éducative la plus adaptée à la situation problème. Situation problème, donc on doit prévoir pour chaque situation un scénario pédagogique. Le scénario, comment résoudre le problème, quelles sont les activités, quelles sont les tâches qu'on propose, bien sûr, pour répondre à, aux difficultés rencontrées par le public qui demande la formation. Formuler des objectifs, c'est-à-dire le sens du changement que l'on désire opérer, le situer par rapport à un projet plus global. Justement, on en parlait tout à l'heure, la formulation des objectifs, soit de formation, les objectifs pédagogiques, permettent de bien planifier son cours, bien son projet et de bien contrôler l'évolution des apprentissages. Donc, on ne peut pas passer, surtout dans le cadre d'une approche par compétence. D'ailleurs, même la perspective actionnelle, c'est une approche par compétence, mais c'est une version avancée, c'est une version très développée. Donc, la compétence, c'est la base de tout apprentissage. Si on n'installe pas une compétence, on ne peut pas considérer ce que nous avons appris comme un apprentissage. Donc ici, comme je viens de le dire, les objectifs, soit de formation pédagogique, permettent de contrôler la formation, de pouvoir, bien sûr, refaire ou bien revoir l'action. Si par exemple un objectif n'est pas atteint, il faut revoir le scénario pédagogique, il faut revoir quelles sont les actions à prendre pour bien sûr résoudre le problème et pour se rattraper pour arriver à installer la compétence ciblée et arriver à terminer le programme, bien sûr, à son délai. Bon, établir une combinaison d'actions de formation de nature à répondre aux problèmes rencontrés, le tout organisé dans un champ de contraintes. Donc ici, c'est l'élaboration de ce qu'on appelle les curricula. On va voir la notion de curriculum la semaine prochaine, Inch'Allah, la notion de progression, la notion de curriculum, qui sont des notions très importantes. C'est aussi connaître la gamme des possibles sur laquelle, excusez-moi, bon, c'est aussi connaître la gamme des possibles sur laquelle jouer, c'est-à-dire choisir à chaque fois le mode de travail le plus approprié à une population, des objectifs, champ de contraintes donnés et agencer l'ensemble au sein d'un plan de formation cohérent. C'est savoir engager les investissements et les personnels correspondants à gérer les variables temps, espace, argent et ressources humaines.
Bon, c'est très important aussi de penser à qui va, euh, qui va, par exemple, former les formateurs. Dans les programmes, dans l'élaboration d'un projet de formation, une étude aussi doit être faite sur le personnel qui va dispenser la formation. Si ce personnel, par exemple, est formé, donc c'est une raison de plus. Si ce personnel n'est pas formé, on doit, dans le même programme, prévoir un autre programme de formation des formateurs. D'ailleurs, les années dernières, on en parle beaucoup. On parle beaucoup de la formation des formateurs. C'est piloté à partir d'un relevé constant d'informations. Donc ici, gérer le projet doit bien sûr procéder à une organisation rigoureuse des informations, à un tri rigoureux. Donc ici, on peut recourir toujours à la didactique pour puiser dans ces notions. D'ailleurs, ici, on peut procéder à la transposition didactique qui va nous permettre, bien sûr, d'avoir les informations nécessaires qu'on va présenter dans la formation. C'est enfin évaluer de façon critériée le degré d'atteinte des objectifs. On en a déjà parlé. Donc, d'une manière claire, toute action de formation doit suivre les 4 étapes suivantes. Donc ici, je vous prends justement une information que j'ai puisée dans un ouvrage. euh, Vous pouvez l'appeler guide aussi, hein, qui a été élaboré par des experts canadiens de l'ingénierie de formation en collaboration avec des experts marocains. Ils ont conçu ce guide ou bien ce référentiel au profit des enseignants de la formation professionnelle au Maroc. Donc, c'est un ouvrage très important. Donc, ils ont résumé l'ingénierie de formation dans 4 étapes, 4 principales étapes. Analyse de situation et production des référentiels trois étapes. Analyse de situation de production de référentiels d'une fonction ou d'un domaine. Conception du projet de formation, élaboration du programme de formation et production des documents d'accompagnement. Donc, tout programme doit être accompagné de documents d'accompagnement. Euh, Justement, chers étudiants, vous qui travaillez à l'éducation nationale, vous savez déjà c'est quoi un document d'accompagnement. Le document d'accompagnement, c'est un document dans lequel on explique le programme. On explique le programme, on affiche le tableau de compétences, on affiche aussi quelles sont, par exemple, quelle est la démarche ou bien quelle est la méthodologie adoptée, quels sont, bien sûr, les moyens nécessaires pour que ce programme, bien sûr, soit réalisé sur le terrain, etc. Et aussi, parmi les documents d'accompagnement, il y a le guide. Parfois, comme je viens de le dire tout à l'heure, si on a un personnel formé, il leur suffit, ou bien il lui suffit un document d'accompagnement. Donc ici, on peut, par exemple, ne pas faire une formation de ce personnel. Bon, alors, conception et production de programmes. On commence par la première étape, bien sûr, selon Adam, analyse de situation et production des référentiels. On revient maintenant à la première, bien sûr, notion dont on a parlé tout à l'heure, c'est euh, la situation là où les chargés de la formation vont dans les entreprises, dans les institutions, là où ils exercent ou bien ils travaillent, le personnel bénéficiaire de la formation pour observer, pour faire des situations dans lesquelles, bien sûr, les situations ordinaires, les situations naturelles dans lesquelles exercent ces personnes pour pouvoir établir le référentiel nécessaire, c'est-à-dire l'ensemble des actions, l'ensemble des compétences nécessaires pour exercer les fonctions au sein de ces entreprises.
Bon, ici, pour commencer, je vous ai choisi une citation de Figari. Ah, pardon, c'est pas de Figari, c'est une citation Ouais, ici, j'ai oublié la source parce que j'ai pas encore terminé le document. Bon, alors ici, l'essentiel. Dans la version améliorée de ce document, je vais vous mentionner la source concernée par les finalités de la formation qui, de par signification, dans la langue française, le mot référentiel peut renvoyer à deux sens proches et surtout renvoyer à des usages différents. Le référentiel en tant que système de référence peut être compris comme étant fixé une fois pour toutes, prescriptif, généralisable et normatif, étant un repère au sens large, un cadre sur lequel il est possible ou non de se baser. Donc ici, je reviens toujours à, à la notion de situation de référence. Ou par exemple, prévoir un programme, surtout pour le français, je dois vous faire un rappel sur l'objet de la didactique des langues. La langue n'est pas un objet contrôlable, n'est pas un objet concret comme la matière, par exemple, comme les sciences naturelles, comme les mathématiques, etc. Il y a des contenus qu'on peut contrôler, mais la langue, elle existe partout. Elle existe partout. C'est pour cette raison, c'est difficile d'enseigner une langue. C'est difficile de prévoir un programme pour enseigner la langue. Donc, les didacticiens, les pédagogues, les sociologues, les psychologues plutôt, au cours du temps, ont eu recours, ou bien ils ont découvert avec le temps quelques manières pour agir, pour bien sûr faciliter l'acquisition des langues dans des conditions meilleures. Donc, la situation de référence permet au moins de ne pas aller très loin dans la recherche de situations dans lesquelles on doit enseigner. D'ailleurs, pour le français, par exemple, sur objectif spécifique, on ne doit pas proposer quand même un texte parlant par exemple, dans un programme de formation professionnelle, de formation, par exemple, destinée à un personnel qui travaille dans la société Lafarge, par exemple. Donc ici, c'est aberrant et même le personnel ne va pas accepter de lui proposer un tel programme. Donc ici, les situations de référence, par exemple, dans une entreprise, commençons par l'entretien d'embauche, vers, par exemple, la rédaction administrative, les correspondances, la demande, par exemple, de résiliation de contrat, par exemple, la lettre de motivation, etc. Et sur le plan oral, par exemple, discussion avec des spécialistes de son domaine, discussion avec son directeur, discussion avec ses collègues, parlant le français, etc., etc. Des situations, ce sont des situations comme je viens de le dire, des situations de référence permettant de faire une progression bien sûr structurée et qui va répondre vraiment aux besoins des apprenants. Donc, il y a aussi l'exemple qu'on donne justement souvent, c'est celui du référentiel de compétences.
Le référentiel de compétences aussi, par exemple celui du CECR, a permis d'avoir une facilité d'enseigner la langue pour des personnes non novices, bien des personnes non natives. Par exemple, si dans une formation spécialisée, parce qu'à l'éducation nationale, c'est autre chose, des personnes qui travaillent à l'éducation nationale ont des référentiels qui se présentent sous forme de classement de compétences sur le nom de profil. Profil d'entrée, profil de sortie. De sortie, ce sont aussi des référentiels de compétences qui permettent de se placer, euh, bien sûr, dans une position très, très, très forte pour, bien sûr, suivre le degré d'acquisition de la langue. Bon, étant un repérage au sens large, un cadre sur lequel il est possible ou non de se baser. Dans cette étape, une observation et une étude des documents du domaine ou de l'entreprise à laquelle appartiennent les demandeurs de la formation permet de comprendre. Ici, euh, après, bien sûr, l'analyse des besoins, après cette étape de production des référentiels nécessite d'aller sur les lieux, d'observer et d'étudier les documents. Étudier les documents permet de prévoir quelles sont, comme je viens de le dire, les situations de référence et de proposer les axes et les exercices et consignes aussi pour travailler d'une manière interactive au sein de la classe. Justement, bien sûr, cette manière d'agir permet de connaître les caractéristiques du domaine, nature de son exercice, langue utilisée. D'ailleurs, pour l'université, par exemple, je donne cet exemple toujours à mes étudiants et je suis très optimiste pour l'avenir de nos étudiants. Voilà. Désolé, oui. C'est la seule coupure aujourd'hui, heureusement. C'est mieux que la dernière fois. Bon, comme je viens de le dire, je suis très optimiste car si on fait appel aux étudiants de langue, de l'anglais ou du français pour élaborer des programmes de formation, je suis sûr que avec le peu d'informations, bien sûr, que je vous donne, vous allez pouvoir faire les choses. Justement, comme je viens de le dire, il y a un grand manque. Le terrain, il est vierge. Les étudiants font dans la plupart des cas que de la terminologie, mais ils ne savent pas vraiment utiliser la langue parce que la langue, elle est comme l'être humain, elle est comme le corps humain. Elle a besoin d'exercices pour qu'elle soit forte ou bien pour qu'elle puisse fonctionner.
on ne peut pas, on ne peut pas avoir ce qu'on appelle une langue vivante sans pouvoir ou bien sans l'avoir utilisée. Les mots tout seuls ne sont pas du tout suffisants. Donc, un mot isolé d'un contexte n'a aucun sens et n'a aucune valeur. Donc, c'est pour cette raison il faut prévoir des programmes de formation permettant d'exercer la langue et d'apprendre en exerçant, apprendre la terminologie parce que la terminologie ne peut pas s'acquérir d'une manière isolée. On va tôt ou tard l'oublier. D'ailleurs, si vous allez demander à des étudiants qui sortent, même avec des diplômes d'ingénieurs, avec des diplômes de médecins de l'université, après des années, ils vont oublier tout ce qu'ils ont appris pendant leurs années d'études. Donc c'est pour cette raison, les étudiants doivent maîtriser les langues pour maîtriser les savoirs. Une fois le savoir est maîtrisé, on ne le perd jamais. Et s'il n'est pas maîtrisé, le lendemain, on va le perdre. C'est une question psychologique, ce n'est pas une question, bien sûr, d'expérience ou une question de jugement de valeur, mais c'est une question scientifique, c'est une question de psychologie. Bon, euh, bien sûr, cette étape de production et d'analyse des situations et de production de référentiels permet de connaître les caractéristiques de l'entreprise, nombre, taille, répartition géographique, facteurs d'évolution, produits, etc. Donc, s'il s'agit par exemple d'une formation euh, destinée à un personnel travaillant dans une entreprise, donc cette étape permet de connaître le nombre du personnel travaillant, la taille de l'entreprise, c'est une entreprise bien sûr, c'est une SARL, c'est une entreprise nationale, c'est une entreprise internationale. Répartition géographique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une seule unité, est-ce qu'il y a plusieurs unités. Facteur d'évolution, c'est-à-dire est-ce que cette situation comme une situation habituelle. Elle n'est pas du tout étrange. Bon, oh merde. نقولوا الناس سمحونا ولا وش هذا الصوت؟
Rebonjour. Désolé, problème de connexion comme chez tout le monde. Même si je me suis placé aujourd'hui à côté du modem, je l'ai éteint, je l'ai réallumé. Maintenant, ça va, ça va. C'est très bien. Bon, je vais continuer, je vais terminer le plus vite possible. Et bon, pour qu'on puisse, bien sûr, que je puisse préparer le cours de demain, Inch'Allah. Bon, dans cette étape, comme je viens de dire tout à l'heure, les données générales sur les fonctions de travail reliées au secteur de formation. Alors, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Euh, cette, euh, cette étape permet de connaître les caractéristiques de l'entreprise, le nombre, la taille, la répartition géographique, facteurs d'évolution, produits, etc. Facteurs d'évolution, c'est-à-dire est-ce que cette entreprise a un plan de développement durable, etc. Connexion très faible pour tout le monde. Alors c'est un problème national, pas chez moi seulement. Moi, je continue. Cette étape permet aussi de connaître les lois et réglementations en vigueur dans le secteur d'exercice. Parce que dans l'élaboration d'un projet de formation, surtout s'il s'agit de l'éducation nationale, il faut connaître les lois. Il ne faut pas proposer n'importe quoi comme contenu. Merde. Aujourd'hui, parce que je vois certains commentaires là où les étudiants se plaignent de la connexion. Elle est mauvaise, malheureusement, pour tout le monde, pas seulement pour moi. Voilà. Donc,
Bon, bonjour. Si vous êtes encore là, dites-moi. Dites-moi, est-ce que vous êtes toujours là? Ah oui, vous êtes encore là. Bon, on continue les quelques points et si ça se coupe cette fois-ci, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Donc, je vais continuer tout de suite et on va essayer de terminer le plus vite possible. Bon, comme je viens de le dire, cette étape d'analyse de la situation et de production des référentiels permet de connaître les lois et réglementations en vigueur dans le secteur d'exercice. C'est-à-dire, cette connaissance des lois permet au moins de contrôler le contenu, de ne pas faire n'importe quoi dans le contenu, comme l'éducation nationale par exemple. Je vous rappelle d'une situation, bien d'un problème qu'on a vécu l'année passée. Ce n'est pas l'année passée, je pense, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand il y avait Madame la ministre Nouria Ben Gabret, justement, il y avait un glissement du nom d'Israël dans la carte géographique du monde. Donc ici, cette situation a provoqué une polémique et a fait couler beaucoup d'encre. C'était parce que cette information-là, si le cas était, ou bien si la situation était produite dans un autre pays à part l'Algérie, on aurait pu accepter les choses sans faire de telles sortes de polémiques. Mais comme si la situation s'est produite en Algérie, la polémique, bien sûr, a pris de l'ampleur. Bon, bonjour. La même situation s'est produite, euh, comme je viens de le dire, voilà, c'est bon, c'est bon. Alors, la même situation, par exemple, pour le Sahara occidental. Comme vous voyez, dans les livres de géographie, des manuels de géographie algériens, on trouve une carte géographique là où il y a le Sahara occidental. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Parce que en Algérie, la constitution algérienne, ou bien même les lois la loi d'orientation de l'éducation nationale suit les décisions de l'État, suit aussi les orientations majeures de l'État algérien. Donc, on ne peut pas proposer n'importe quoi dans les programmes. Même dans les programmes de formation à titre privé aussi, on doit respecter la Constitution et les lois en vigueur en Algérie. Et d'ailleurs, en ajoutant à tout cela, les lois qui régissent ou bien qui dominent au sein des entreprises dans lesquelles exerce le personnel qui demande la formation. Cette étape aussi permet de connaître l'évolution récente et prévisible des fonctions de travail, nouvelles technologies, nouveaux modes d'organisation, etc. Donc ici, les données générales sur les fonctions de travail reliées au secteur de formation. Donc ici, des informations sur la manière avec laquelle ou bien la politique de l'entreprise de formation, etc., permet aussi de prévoir des actions dans le programme de formation. Il y a aussi l'évolution des fonctions de travail, nouvelles technologies, nouveaux modes d'organisation, etc. Comme vous savez, tout domaine euh,
tout domaine doit se développer. Parce que le développement ici, rendez-vous demain, Inch'Allah, pour la compréhension en lecture. Merci de votre attention, bonne journée, merci de votre assiduité, merci de votre intérêt pour le savoir. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le même créneau pour continuer bien sûr le reste de ce cours-là. Et je vous donne rendez-vous, vous les étudiants de didactique, pour demain, Inch'Allah, lors d'une séance sur la compréhension de l'écrit. Merci de votre attention. Bon appétit et bon après-midi. Merci à vous tous. Je m'arrête. À bon entendeur, Abbas. Merci. Merci à vous tous. Amina, tu veux écrire un mot? Tu veux écrire quelque chose avant de couper? Il nous reste d'ailleurs 13 minutes de notre séance. Merci infiniment pour vos efforts. Merci à vous. Surtout pour vous. C'est très gentil de votre part d'être bien sûr là aujourd'hui, même si il n'y a pas de possibilité de se déplacer, mais au moins il y a cette technologie. Merci à vous tous. Après comme ça, et bonne journée. Kamal, est-ce qu'on peut couper? إذا كان كملت أستاذ تقدر تكوبي عادي. يعطيك الصحة كمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.